Dans des écoles étrangères à Douala, ils ont été interpellés par les éléments du GMI numéro 2 alors que ceux-ci menaçaient les responsables de ces établissements internationaux de donner de l'argent. On parle de fortes sommes d'argent. Ils ont d'ailleurs incendié quelques bus scolaires. On revient sur le film de cette journée dans ce journal. Et puis on parle justement du pape François qui défend le droit à l'union civile des homosexuels. Le souverain pontife a défendu le droit des couples de même sexe, enfants aussi, de vivre au sein d'une union civile qui les protège légalement. Le pape fait preuve d'ouverture sur les couples homosexuels en insistant qu'ils devraient être bien accueillis au sein de l'Église catholique en restant toutefois opposés au mariage religieux pour les homosexuels. Sentiment mitigé au sein des fidèles catholiques au Cameroun, principalement à Douala, rencontré ce jour par nos reporters sur le terrain. Et dernier titre de ce journal, visite du chantier de construction de la deuxième phase de la pénétrante Est à Douala qui reprend droit de citer la reprise des travaux donne de l'espoir aux populations qui subissent les embouteillages sur cet axe routier. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Dumissi, est descendu sur le terrain pour constater la reprise de ces travaux. Le compte rendu de cette visite dans ce journal, voilà pour les titres de votre journal. Le développement dans un instant. Bonsoir, mesdames et messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Et vous l'annoncions en titre, fait le parcours pour un gang de malfrats qui s'émet la terreur à Douala et dans plusieurs écoles étrangères. Ceux-ci ont menacé les propriétaires mais les responsables de ces établissements internationaux pour des sommes d'argent. D'ailleurs, ils ont incendié plusieurs bus scolaires interpellés par les éléments du GMI numéro 2 dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. On est revenu sur le terrain pour redresser le film de cette arrestation de ces malfrats. Le compte rendu de Jean Mayena dans ce reportage. Vous avez un ambazonnier dans le groupe, quelqu'un qui a tenu les armes. Les assauts de ces hors-la-loi frisent aux attaques terroristes au-delà des menaces d'intimidation et de mort à travers des coups de fil et messages téléphoniques. Ce gang de présumés malfrats opère avec du matériel de guerre. Quand vous balancez déjà des cocktails Molotov ici, je n'ai jamais tué. Vous n'avez jamais tué comment? Comment vous êtes retrouvé à Douala? La guerre m'a fait des fichements. La guerre t'a fait comment? Et tu viens donc faire encore la guerre ici à Douala? Tu fuis la guerre et toi tu viens installer la guerre ici. Est-ce qu'il y a la guerre à Douala? Est-ce que tu as trouvé Douala en guerre? Non. Tu as trouvé Douala en paix. Pourquoi toi tu amènes donc la guerre à Douala? La reconstitution des faits au Russian International School et au British High School, tous des écoles internationales, cible des assaillants, basés au quartier Makepe, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, a permis de connaître leur mode opératoire. De menaces, Ouais. en demandant des rançons, vous avez demandé à l'école russe 6 millions. Et vous avez dit si les 6 millions n'étaient pas versés, vous devez procéder aux enlèvements des enfants. Mercredi le 14, autour de 10 h quand il sortait du bureau, la secrétaire s'est précipitée à moi et m'a fait retourner pour me donner le téléphone. Quelqu'un me dit, cette fois c'est sérieux. Alors, on va faire sauter votre école avec les élèves là à l'intérieur. Il lui a dit, et on t'a envoyé me dire ou bien c'est quoi exactement? Il m'a dit non, sachez que c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Je lui ai posé la question, est-ce que je peux encore vous avoir sur ce même numéro? Il m'a dit, oui, je crois. Il dit, bon, ok, je reviens à vous. Après la peur et la psychose générale installée dans ces écoles et incendié 3 véhicules de transport d'élèves, 6 à l'école russe, la bande à Belinga Otubetran, alias Yves, 38 ans, chef de gang, Foué Ambassa-Pierre, alias Rodrigue, 38 ans, et Takan Elvis, alias Broda, 37 ans, a finalement été rattrapé par les éléments du GMI numéro 2. Vous êtes allé jusqu'à mettre en exécution votre menace en mettant le feu sur 2 véhicules hier, avant-hier.
là où la goutte doit dépasser le vase, nous avons décidé de mettre un terme à votre... Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est comment on peut dire ce que les faits fait. C'est les faits fait. On récolte pour ce qu'on a semé. Avant le lendemain, pendant la nuit, notre bus, le grand bus, a subi une attaque. Donc, on a été alerté très tard dans la nuit, vers 1h, 2h du matin, que le bus était en feu. Heureusement, selon les informations reçues, nous avons reçu de l'aide promptement des passants qui ont, à l'aide de l'extincteur qui a été balancé à l'extérieur par notre vigile, réussi à maîtriser les flammes. On vit dans la peur. Le lendemain également, on nous fait comprendre que on va venir enlever les enfants ici et même le personnel n'est pas en reste. La sérénité est de retour dans ces 2 écoles étrangères et les 3 présumés malfrats s'apprêtent à répondre de leurs actes devant la justice compétente. Et les autorités sécuritaires ont souhaité que les responsables et propriétaires d'établissements privés primaires de la ville de Douala redoublent de vigilance pour la dispensation et la sécurité des élèves qui s'y rendent. Et toujours dans le cadre des faits de société, dans ce journal, un jeune homme âgé de 26 ans a été pris la main dans le sac alors qu'il s'apprêtait à arracher le sac d'une dame au quartier Bessengue à Douala, capitale économique du Cameroun. Ce dernier a été présenté à la presse ce jeudi 22 octobre 2020. Les précisions dans ce reportage de Charles Fils et Languet. Un microbe dans les mailles des filets de la police judiciaire de Douala. Zefak Djokan, donacier âgé de 26 ans, a été présenté ce jour à la presse. A encore le rapport de la police, ce présumé agresseur a été pris en flagrant délit alors qu'il venait d'arracher le sac à main d'une dame qui attendait un taxi au quartier Bissengue. À bord de cette moto toute neuve, le microbe tel que mentionné sur sa plaque était en compagnie d'un certain Patou, qui a réussi à se glisser des mains de la police durant cette opération dans laquelle on aura retrouvé cette machette. Le suspect dont le sort est scellé clame son innocence. Patou, tu as ralenti pour que Patou arrache le sac. Tu as su que Patou a arraché le sac. J'ai suivi le... Je n'ai pas ralenti en tant que père. Il m'a dit ralenti. Moi j'ai commencé à ralentir seulement. J'ai suivi le geste. J'ai compris seulement le geste. Oui, tu t'es tourné. Non, je ne me suis pas tourné. Pourquoi tu ne t'es pas arrêté pour savoir ce qui se passe si tu es innocent? Chef, je me suis arrêté au carrefour. Quand il a dit accéléré, moi je n'ai pas su pourquoi il m'a dit accéléré. Il a aussi accéléré. Moi je ne connaissais pas. Pour ce qui est de son complice Patou, la police promet de mettre la main sur lui, ce qui pourrait garantir les populations victimes de cette forte montée du grand banditisme et criminalité sur le sérieux et l'abnégation de la police à tordre le cou du grand banditisme, mais surtout à nettoyer de la capitale économique de ces microbes dont l'un des modes opératoires est l'agression à bord des motos. Et toujours en fait de société, on a souvenance dans les antennes de LTN Télévision, on avait fait le compte rendu de cet assassinat de cette dame, Bissaï Anne, qui avait été ligotée, prise de panique. Elle est morte sur le coup, la cinquantaine dépassée, alors que les présumés assassins s'étaient présentés comme des acheteurs de cochons, puisqu'ils commercialisaient ces animaux. Aujourd'hui, les autorités de la ville d'Edea Premier, notamment dans le village Apout, ont annoncé l'arrestation de ces brigands, assassins, voleurs à la presse ce jeudi 22 octobre. Les précisions de Jean-Jamais Yenna et Jean-Blaise Tonnier depuis la ville Lumière Edea. Voici les 3 présumés malfrats qui ont ôté la vie à Dame Bissaï Anne, épouse Ndiagseke, prétendant venu acheter le porc auprès de son mari éleveur. Les présumés assassins ont fait éruption dans son domicile du village Apout, dans l'arrondissement d'Edea Premier, en pleine matinée du jeudi 15 octobre dernier, ayant ligoté à mort l'infortuné avant de fondre dans la nature, emportant la rondelette somme de près de 5 millions de francs CFA. Je connaissais avant, j'ai d'abord vécu là-bas. Je venais tout juste pour prendre un peu d'argent, mais je ne venais pas pour la tuer. On a essayé de neutraliser la mère, pour ne pas la faire du mal, mais la paquette, on voit qu'elle avait une crise cardiaque où c'était une panique, elle nous a lâché un peu de route.
Vous reconnaissez avoir pris combien? On a pris 4 millions à la maison. J'étais en détention provisoire au niveau de la prison. J'avais déjà connu Macon au niveau du village à Pau. Arrivé en prison, je lui ai encore reconnu là-bas. C'est là où je lui raconte mon histoire, les gens qui m'ont mis en prison. Nos causeries se sont limitées là. Quand je sortais de la prison, il a pris mon numéro, que comme je fais dans le bois, en sortant, il viendra faire le chantier chez moi. À sa sortie, il m'a appelé 2 fois. La première fois pour me demander le chantier. Ma femme a surpris j'étais en train de causer avec un ancien détenu. Elle m'a fait comprendre qu'elle n'aimerait pas que j'amène les détenus au chantier car ils peuvent me mettre dans les problèmes. On ne connaissait pas le meurtre qui s'est passé. Non, je ne connais rien, même eux-mêmes ils le savent que je ne connais du tout rien là-dedans. Comment vous vous retrouvez là? Je me retrouve là comment quand on les attrape après le forfait. Ils disent, Macron dit qu'on avait causé de ça en prison. Voilà pourquoi il est parti là-bas pour venger. Alertés, les forces de défense et de sécurité de la ville Lumière vont se jeter à l'eau et interpeller les sieurs Vogo Otu Gabriel, commanditaire du meurtre, 29 ans, Macon Albert, alias CFA, 38 ans, et Yobi Martin, 20 ans, ainsi que d'autres suspects présentés ce jeudi 22 octobre 2020 à Idéa. C'est ces 3 qui sont pris la route pour le village à Pau, venant qui voulaient acheter du porc parce que Madame Bessay Anne fait dans l'élevage. Mais ce n'était pas ça le but de leur présence ce matin. La dame a été ligotée et la suite, vous connaissez, elle a trouvé la mort. Et ils ont fouillé la maison, une somme de plus de 5 millions, presque 5 millions de francs a été emportée. Notre intervention a été très rapide et prompte. Et il faut noter que la population a aussi beaucoup joué. Avec l'aide de la population, le même jour, nous avons réussi à interpeller 2 de ces suspects, c'est-à-dire le nommé Macon Albert, 38 ans, et le jeune Martin, à peine 20 ans, qui réside à Douala. Et après les premières auditions, là où nous avons exploité les téléphones, nous avons compris qu'il y avait un commanditaire. Ils étaient en contact avec un certain Vogo Gabriel, basé ici à Idéa-Desien. Et avec nos méthodes d'investigation, nous avons réussi le même jour à interpeller M. Vogo Gabriel. La brigade de gendarmerie d'Idéa, qui réalise ainsi cet important coup de filet, salue la prompte collaboration des populations. La population nous a beaucoup assisté lors de nos investigations. Donc je tire encore un coup de chapeau à cette vaillante population de villages Apou et Koukoui qui ont tout mis en œuvre pour qu'on interpelle ces suspects qui ont assassiné la dame Bessay Anne dans la journée du 15 novembre, le 15 octobre, je dirais. Et je vais aussi profiter pour rassurer la population. La gendarmerie nationale est là pour protéger les personnes et les biens. Dans le décret 70-180, il est clair. Là où il y a la gendarmerie, les gens doivent rester tranquilles. Et nous ne pouvons rien faire sans la collaboration de la population. Une fois de plus, j'appelle à la population de l'arrondissement de Idéa Primé et du département de la Sanada maritime que je commande d'être vigilants. Après la presse et les populations, ces 3 présumés assassins de Dame Bessay Anne, épouse Ndiariseke, ont été présentés ce même jour devant le procureur près les tribunaux d'Idéa. Et à Melon, découverte macabre de ce côté dans le département du Mungo, Jean Labou a été retrouvé, le corps sans vie alors qu'il était recherché par sa famille depuis près de 4 mois. C'est dans ses plantations qu'il a été découvert en état de décomposition avancée. Les précisions de Jean-Marie Onambele et Château Nvalon.
Porté disparu depuis bientôt 4 mois, c'est finalement en début de semaine que le corps de Jean Lambeau, sexagénaire, est retrouvé sans vie, gisant sur le sol au milieu d'une plantation située au quartier Nancy à Melon, localité située dans le département du Mongo, région du littoral. Depuis quelque temps, la ville de Melon était inondée de messages faisant état de sa disparition. Une horde de population s'était mobilisée pour les recherches et doutait encore de ce qui pouvait lui être arrivé. Ça fait 4 mois que nous le cherchons et tellement fatigués de le chercher. Hier, nous sommes restés un monsieur. En tout cas, la nouvelle nous a parvenu en disant qu'on l'a retrouvé. Hier soir, aux environs de 19h, une maman est arrivée chez moi à la chefferie avec un monsieur. J'étais à la réunion à la chefferie Sinkam. On nous a informé qu'il y a un corps qui est dans le champ de Madame Rebecca. Et c'est un Bamenda qu'on a mis pour qu'il défie le champ qui a trouvé ce corps. Depuis hier soir, on a signalé à la brigade, le chef Sinkam allait signaler à la brigade. Il était question qu'on devait descendre sur le terrain hier soir dans la nuit, mais il se faisait tard. Le commandant demandait qu'on passe plus tôt le matin. Et ce matin, une grande forte délégation m'a trouvé chez moi. Nous sommes descendus avec la forte délégation et les femmes, les hommes du quartier et tout, et la famille. On s'est mis à fouiller, Dieu merci, on est arrivé sur le corps de ce papa, qui est vraiment à l'état où vous aviez dit, monsieur le journaliste. Nous sommes tous dépassés et nous attendons le fort de l'ordre pour les enquêtes. Arrivés sur place, les populations ont eu des indices sur le corps qui était déjà en état de putréfaction avancée de l'identité de Jean Lambeau. Et son champ est à côté, c'est le voisin. C'est le voisin qui nous a alertés. Et ayant fait une descente sur les lieux, nous l'avons cherché aux environs et nous n'avons pas su qu'il pouvait se retrouver. Oui, c'est Babouche, puisque c'était un papa qui était régulièrement avec nous. C'est Babouche et son chapeau et son blouson qu'il a filé. Le voisin l'a vu et il a crié. Voici le corps que le dépousseur du champ. Que voici ça. Dès que nous venons sur le lieu, on constate que le chapeau, c'est vraiment le chapeau qu'il avait. C'était même habillement, ce même habillement que lui, Dieu merci. Jean Lambeau, un sexagénaire connu de tous, était malade depuis quelques mois, comme en témoigne un de ses voisins. Il a été malade. Oui, il était malade, il avait un peu de crise. Il était vraiment malade, il a fait la quintinie. Il a fait presque deux mois à quintinie. La gendarmerie de Melon et les autorités de cette ville ont décidé, à la suite de la population, de descendre sur les lieux en vue d'un constat sur place en attendant l'ouverture d'une enquête. Et pénétrante est de la ville de Douala, les engins des entreprises adjudicataires sont de nouveau opérationnels pour cet axe routier après plusieurs mois d'arrêt. Et le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumissi, est descendu sur le chantier pour constater la reprise de ces travaux. Le compte rendu de cette visite avec nos reporters Frédéric Moutomé et Patrice Foucault. Les travaux de la deuxième phase du chantier de construction de la pénétrante est de la ville de Douala, de 9 km seulement, ont repris de plus belle sur le terrain. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumissi, et le gouverneur de la région littorale, Samuel Dieudonné Ivan Adiboua, accompagnés d'experts et techniciens, sont allés constater l'effectivité de cette reprise, malgré la contrainte de la pandémie Covid-19 qui a obligé un ralentissement, mieux un arrêt de l'activité sur ce chantier. Un profil en travers extrêmement important qui place donc cet ouvrage dans le contexte d'une ville en pleine mutation et qui doit donc desservir le trafic non seulement du Cameroun, mais de toute la sous-région Afrique centrale. Les travaux ont démarré. La suite de la zone littorale et celle de en particulier est tout à fait se réjouit de ce qu'il y ait reprise des travaux sur ces axes. Nous savons quand même qu'avec
l'activité est de retour sur la pénétrante est de Douala. Tout au long de ce tracé, l'entreprise adjudicataire est mobilisée. Les engins sont en mouvement. Ils creusent, les camions vont et viennent, les ouvriers employés autres manœuvres ont le cœur à l'ouvrage, objectif fluidifier dans les jours à venir la circulation sur la pénétrante est de Douala en vue du Chan 2021. Ces travaux étaient extrêmement attendus. Nous réjouissons que cela puisse se faire. Nous l'espérons dans les délais parce que le Chan, tout le monde sait que c'est en janvier. Je voudrais également vous remercier pour les instructions que vous avez tout à l'heure de faire en sorte que durant le pont, il y ait un aménagement qui soit fait. Je crois que c'est extrêmement important jusqu'au pont, au moins jusqu'au pont, on puisse éviter les embouteillages aussi bien du côté de Douala, que en arrivant du côté de la Douala. Après plusieurs mois d'inactivité, ça bouge de nouveau à la pénétrante est de la ville de Douala. Ce chantier, lancé en octobre 2018 par un consortium d'entreprises en BTP de droit chinois dont la défaillance a été constatée très vite, a ensuite été confié au Canadien McGill, spécialiste dans le domaine, aujourd'hui appuyé par le français Razel, pour mener à bien et à terme ce projet d'envergure routier pour l'amélioration de la mobilité urbaine dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Josué Tansi. Et la reprise de la construction des routes qui rentre dans le cadre de la deuxième phase de ce chantier est applaudie et saluée par les populations riveraines. Ces populations qui sont en largeur de temps bloquées par les embouteillages voient en la reprise de ces travaux un renouveau, mais surtout de l'espoir pour le Chan qui s'annonce à grande pompe. Une fois de plus, Frédéric Motomé et Patrice Foucault. Les populations riveraines de la pénétrante est de la ville de Douala saluent le retour des engins sur ce chantier dont l'importance n'est plus à démontrer. Je suis satisfait des travaux que la Razel entreprend dans cette localité qui s'appelle Pont de Bamba. Nous sommes contents puisque la Razel est venue nous sauver ici. Pourtant, après le retrait de l'entreprise chinoise en BTP et l'arrivée du Canadien McGill, toujours spécialiste en BTP, ces populations avaient envisagé la fin de ces travaux dans les brefs délais, mais que non. Chaque fois, on programme des travaux, on arrête. Je ne sais pour moi pas comment ça se passe. Et la ville est enclavée par rapport à cette situation. Moi-même, j'en souffre parce que mes attentes, en fait, c'est que la route soit faite et puis que tout le temps, on puisse avoir des résultats. Quand on nous promet des choses, qu'on puisse réaliser normalement. Pas qu'on promet et qu'on remette tous les jours parce que nous en souffrons par rapport à ça. C'est vrai qu'au départ, les travaux avançaient vraiment très bien. On a apprécié, on les encourageait, mais il fut un moment où ils ont tout arrêté. Donc du coup, je ne sais pas. Un arrêt de travaux sur plusieurs mois qui a eu pour corollaire les embouteillages interminables sur cette deuxième phase des travaux de la pénétrante est de la ville de Douala qui a une véritable incidence sur le quotidien des populations riveraines. Les embouteillages. Surtout au niveau à partir de Tradex jusqu'à Yassala, les embouteillages. On a du mal à sortir le matin pour aller au travail et arriver à l'heure. Là, la route est étroite et il y a trop d'accidents mortels là. Avec le retour de ces engins, de ces ingénieurs et de ces techniciens de toutes sortes, les populations se frottent déjà les mains car ces hommes et femmes qui nourrissent d'énormes perspectives sur ce tronçon routier envisagent déjà la fin des travaux. Nous, on veut que ça doit avancer. Bon, on ne souffre plus. Vous voyez maintenant tous les bords de la route, c'est propre. Bon, nous qui sommes ici, l'entrée de la ville, nous sommes contents. Vraiment, nous sommes tellement contents. Vraiment, je remercie vraiment. Je remercie ce travail. Et alors que d'énormes espoirs sont de nouveau permis autour de ce chantier routier, à la fois par les populations et les autorités, les entreprises adjudicataires McGill et Razel en joint venture annoncent la fin de cette deuxième phase, longue de 9 km, d'ici janvier 2021, soit quelques jours avant le début du Chan.
Et nous ouvrons à présent le dossier de la rédaction de LTM Télévision. Nous l'annoncions en titre. Coup de tonnerre au sein de l'Église catholique romaine. Le pape François défend l'union civile des homosexuels. Il a toutefois été opposé à la célébration d'un culte religieux dans les églises catholiques. Reportage. Souverain pontife a défendu mercredi le droit des couples de même sexe, les appelant enfants de Dieu, pour qu'ils puissent vivre ensemble, personnes de même sexe. Dans un documentaire présenté le mercredi 21 octobre à la fête du cinéma de Rome, il plaide toutefois pour ce modèle légal. Les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille, ce sont des enfants de Dieu, elles ont le droit à une famille. Fin de citation. Selon le pape François, il faudrait une loi d'union civile. Elles ont le droit à être couvertes légalement. Depuis son élection comme pape, François avait déjà évoqué à plusieurs reprises sans la rejeter la notion d'union civile pour les personnes de même sexe. Selon son biographe, Roger Bergoglio, le futur pape, avait aussi défendu le bien fondé de cette protection légale lorsqu'il était encore archevêque de Buenos Aires dans le contexte d'un débat animé en 2010 de l'union civile. Ces déclarations en espagnol font suite dans le film au témoignage d'un homosexuel père de 3 enfants qui lui a demandé dans une lettre s'il devait fréquenter l'église catholique. Le pape l'a ensuite appelé au téléphone pour lui conseiller d'être transparent sur son choix de vie dans sa paroisse et d'y amener ses enfants. Si le souverain pontife a fait preuve d'ouverture sur les couples homosexuels en avant entre un homme et une femme. Une déclaration du pape François qui laisse un suspense. Et à la suite de cette déclaration du pape François, les réactions au sein de l'Église catholique dans les différents lieux de prière est mitigées. Nos reporters Jean-Marie Onambele et Patrice Foucault sont allés à la rencontre de quelques fidèles chrétiens. Ceux-ci essayent d'expliquer la réaction et la sortie du pape François. Je vous propose de les écouter. Je veux dire que l'Église condamne le mariage homosexuel, mais l'Église ne condamne pas un homosexuel. C'est ça, il faut faire la nuance. Ce sont des chrétiens et laïcs engagés, pas très convaincus par la horde d'articles et commentaires diffusés dans les réseaux sociaux au sujet de l'acceptation de l'union civile des homosexuels par le pape François. Ici, à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, on ne croit pas à la nouvelle. Il ne fera jamais, il ne le fera jamais, il ne le fait pas et il ne le fera jamais. La position de l'Église catholique romaine n'a jamais favorisé le mariage homosexuel et homosexualité. Parce qu'il est inadmirable qu'un homme et un homme soient ensemble. C'est de la grande abomination. C'est de la grande abomination. Et si tel est le cas pour ces personnes, ils doivent se convertir. Parce que l'Église catholique romaine n'a jamais favorisé cela. Pour les laïcs engagés rencontrés, il doit avoir un problème d'incompréhension dans les informations diffusées. D'emblée, je dirais que je ne suis pas au courant de cette information, déjà parce que je ne suis pas fan des réseaux sociaux. Mais par rapport à cette problématique-là, je te dirais d'entrée de jeu que cette information a été certainement mal interprétée par les détracteurs de l'Église catholique romaine. Je tiens d'abord à vous sensibiliser que le pape est le successeur de Pierre. Pierre était là pour sensibiliser l'humanité afin que l'humanité ne tombe dans la dépravation des mœurs. Que le pape ne peut pas promouvoir ce qui est contraire à l'évangile. On voit même ici de la manipulation derrière ce buzz élargi, amplifié par certains. Peut-être que c'est les homosexuels qui ont voulu récupérer ça, hein, pour à leur avantage, pour dire que le pape, qui est la personne la plus crédible sur les mentalités, a essayé de cautionner cet acte qui est abominable. Au demeurant, et pour les chrétiens catholiques, l'église de Saint-Pierre reste ouverte à tous les pécheurs, d'où l'interprétation des propos du pape François qui doivent exclusivement être prises sous le prisme des dogmes et canons de l'église catholique. Il y a dans certains pays, pour ne pas parler continent, où on tue tous ceux qui commettent et promouvent l'homosexualité. Or, il y a un commandement de Dieu qui dit « tu ne tueras point ». Donc, le pape, sachant que les homosexuels sont d'abord les créatures de Dieu,
il dit qu'il ne faut pas les tuer. L'Église catholique, sauf erreur de ma part, considère avant tout les homosexuels comme les créatures de Dieu. Maintenant, dans les Saintes Écritures, on nous apprend que le pécheur n'est pas détesté par Dieu, mais Dieu n'aime pas le péché. Alors il faut aller comprendre ce que cela signifie. En clair, par rapport à la question que vous me posez, je dois considérer l'homosexuel comme mon frère, mais toutefois, je dois faire des efforts pour que ce comportement abominable qui est contre nature qu'il a, je dois faire des efforts pour l'amener à comprendre que ce n'est pas le bon chemin qu'il a choisi. Au-delà du recul et de la sérénité observée chez les chrétiens et laïcs engagés rencontrés ce jour, reste que la nouvelle suscite un certain émoi au sein de l'Église catholique romaine. La réticence de l'Église catholique concernant l'homosexualité prend toute sa origine. Leurs protestes brandis par les États qui rejettent l'homosexualité. Tony et Patrice Foucault sont allés à la rencontre des hommes de Dieu et autres défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. Ceux-ci prétendent que tous les hommes ont le droit de se famir et de vivre en amour, puisque Dieu lui-même est amour. Reportage. L'article 347 bis du Code pénal camerounais stipule que l'homosexualité est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs CFA. Elle concerne toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. Depuis quelques jours, une sortie du pape François au sujet de cette orientation sexuelle agite la toile. Pour le prêtre orthodoxe Jules Merlin Libam, sa sainteté François reste logique quant à l'interprétation des... Le pape est un homme et il voit d'abord les choses en homme. Et il faut savoir que l'Église est l'Église du Christ pour accueillir tout le monde, accepter tout le monde et donner à tout un chacun de pouvoir y convoquer. Et vous savez, quand on vit ensemble, on peut vivre avec tout le monde et on doit vivre avec tout le monde. C'est pas parce que ton frère est homosexuel que tu vas le rejeter. C'est pas parce que ton fils est homosexuel que tu vas le rejeter. Et il faut savoir ici qu'au-delà de l'homosexualité, il y a encore des abominations plus graves, comme l'avortement. Entre un homosexuel et une femme qui a avorté, la personne la bienvenue. Les défenseurs des droits humains sont aussi montés au créneau pour saluer cette sortie papale. C'est d'abord l'amour du prochain. La Bible, c'est d'abord le respect de l'autre. L'autre qui est la même créature, créée par la même personne, le même Dieu, et qu'il faut tout respecter, y compris les plantes, y compris les arbres, y compris les animaux. Et que cette discrimination n'est pas chrétienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il nous ramène à l'examen des 10 commandements et il nous dit, vous ne pouvez pas violer le 2e commandement qui dit, aime ton prochain comme toi-même, au nom du 1er commandement qui est celui d'aimer Dieu. Les homophobes de par le monde fustigent cette déclaration du pape François qu'il juge d'anormal et contre nature. Plus de 70 pays, y compris le Cameroun, considèrent encore l'homosexualité comme un crime. Et à votre suite, Patrice Goignan, il faudrait préciser que le code pénal punit sévèrement l'homosexualité. Et on s'intéresse au sport dans ce journal. Et nous vous l'annoncions hier, le staff technique des Lions à Prime a été renversé, pour certains chassé, notamment le coach, entraîneur, sélectionneur Yves Clément Roga. Il a été remplacé par un nouveau venu mais ancien des Lions indomptables à Prime, le football amateur, Martin Tongoupilé. Et notre reporter Zobel Aponini Mbon nous dresse le portrait de cet homme. Qui est-il? Quelle est son expérience? Tentative de réponse dans ce reportage. Chassé de la tête des A-Prime camerounais en 2016 et remplacé par Rigobert Sombahana après une expédition peu satisfaisante au championnat d'Afrique des Nations au Rwanda où le Cameroun avait été éliminé en quart de finale par la Côte d'Ivoire, Martin Tongoupilé revient au forceps 4 ans tard. C'est à lui que revient désormais
la lourde responsabilité de préparer et à échéance très courte une équipe compétitive et concurrente capable de faire flotter très haut le drapeau camerounais au prochain championnat d'Afrique des Nations. Ce qu'attendent les Camerounais, plus encore les observateurs avertis du football, c'est de voir la touche nouvelle que ce dernier apportera dans cette sélection qui a essuyé d'énormes critiques sous le règne de Yves Clément Aroga Asensio. Martin Tungumpile, c'est qu'il n'a encore véritablement rien prouvé au Cameroun, partant des U20 dont il avait la charge, en passant par les U23 Cameroun. L'homme de la situation pour pallier au supposé manquement du coach Yves Clément Aroga Asensio, seul l'avenir le dira. Un avenir qui semble bien sombre pour le Cameroun à moins de 3 mois du début de la compétition. Et à l'international, les élections générales sont annoncées aux Seychelles. Question de faire des projections économiques. Africa 24. Les Seychellois iront aux urnes pour les élections législatives de 2020 prévues du 22 au 24 octobre afin de renouveler les membres de l'Assemblée nationale. Une élection présidentielle est organisée simultanément. Un scrutin qui ouvrira une nouvelle page sur la vie socio-économique du pays, confronté à une diversification économique insuffisante et une vulnérabilité au choc extérieur. L'économie seychelloise, à l'image de celle de l'île Maurice, repose essentiellement sur 3 déterminants, notamment sa stabilité politique, le secteur du tourisme et notamment de l'économie maritime incarnée par la pêche. C'est la stabilité politique. Le respect du jeu démocratique et le dividende démocratique ont permis aux Seychelles de pouvoir maintenir une croissance économique sur les 10 dernières années. Il est donc évident que ces prochains scrutins électoraux sont très déterminants pour relancer une économie qui reste en baigne à raison de l'urgence sanitaire imposée par la maladie à Covid-19 depuis la fin de l'année 2019. 3 candidats, une vision politique sur l'avenir du pays. Le président sortant, Danny Faure, a mis en avant son programme de construction de logements à travers lequel 2150 familles ont déjà été relogées ces 4 dernières années. L'économie seychelloise, c'est 3,3% de croissance du PIB par habitant en 2020 contre une prévision de 4,2% en 2021. On peut imaginer que le tourisme va être fortement impacté par cette crise sanitaire, sans également occulter le secteur de la pêche. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, toutes les mesures protocolaires, les mesures des gestes barrières ont été prises en compte. Donc le Seychelles risque de connaître alors une forte récession économique en 2021. La stabilité politique peut notamment encourager les investisseurs à y venir, dans le but d'atténuer les effets néfastes du Covid-19 en tant que tel. Afin de combler les inégalités de revenus et éliminer les foyers de pauvreté persistants aux Seychelles, la suppression des contraintes pesant sur le secteur privé permettra de créer des emplois et d'améliorer la situation économique nationale. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez l'actualité dans le cadre de votre émission matinale Coco et Cori à 7h55, à 13h le journal de la mi-journée, à 17h30 le journal en langue anglaise, le grand format de l'édition de l'information de la rédaction du LTM Télévision à 19h45. Je vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écoute de nos programmes. Au revoir à tous.